c'est exactement comment on gagne la guerre contre le Hamas, avec des surprises de partout. Il faut dire que l'opération de Shifa a été cousue pendant plus d'un mois par une opération d'intelligence vraiment extraordinaire. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Meir Dahan. Colonel Dahan, bonjour, Boker Tov Meir. Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons plusieurs sujets à évoquer avec vous sur le plan sécuritaire. Le premier, eh bien, on l'a mentionné dans le journal d'actualité de ce matin, c'est une rencontre entre le général Herzi Halevi, le chef d'état-major de Tsahal, et le général Charles Brown, qui est le chef d'état-major interarmes de l'armée américaine. La semaine dernière, ils se sont rencontrés et ils ont apparemment débattu d'une proposition concernant la ville de Rafah, comment opérer comment l'armée israélienne pourrait opérer à l'intérieur de la ville de Rafah. Alors, ça impliquerait la fermeture de la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, ça impliquerait l'encerclement de la ville de Rafah par l'armée israélienne, mais pas de conquête, on va dire, territoriale de la ville de Rafah, mais seulement des opérations coup de poing, un peu comme celle qui avait permis la libération de 2 otages il y a de cela un peu plus d'un mois. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de réaliste? Et ma deuxième question, c'est comment l'armée israélienne peut-elle envisager une opération à l'intérieur de la ville de Rafah? Alors, c'est réaliste, tout est réaliste dans cette situation surréaliste. Si vous voulez, toute la bande de Gaza est dans cette situation. Elle est encerclée par l'armée israélienne et l'armée israélienne rentre là où il doit rentrer, faire ses coups ponctuels et sortir. C'est ce qui était fait jusqu'à présent d'ailleurs. Ok. Pour compléter ce qu'on a complété et avec en face le Hamas, c'est-à-dire le démanteler, et ça marchera pas à ce niveau parce que premièrement, il y a 1,5 million d'habitants qui habitent dans des tentes le long de la plage de Rafah, et ce qui rend cette stratégie pratiquement impossible pour faire des coups ponctuels, parce que je ne sais pas si vous imaginez que ça veut dire d'envoyer une unité qui soit spéciale qu'on veut dans une foule pareille, alors que rappelez-vous que les terroristes de Hamas ne sont pas déguisés en soldats, ils sont déguisés en citoyens. Va les identifier, savoir et ramasser les renseignements parmi 1,5 million d'habitants. C'est pratiquement un cauchemar. Et premièrement. Deuxièmement, la présence de Hamas à Rafah, et ils ont accumulé là-bas tous ceux qui sont sauvés de tous les autres parties de la bande de Gaza. Ils sont tous concentrés là-bas, ceux qui restent. Donc, vous imaginez un peu la force et la présence qu'ils ont sur place. C'est pratiquement impossible. Il faut des forces beaucoup plus importantes pour compléter ce qu'on a complété. Et d'ailleurs, les plans sont là et on attend les accords l'accord des politiques pour pouvoir opérer. Alors, et opérer, ça veut dire tout d'abord évacuer 1,5 million d'habitants un peu plus loin, côté nord, et à partir de là, c'est là où on peut isoler la ville de Rafah et commencer à faire ce qu'on a à faire. Alors, que je comprenne bien ce que vous dites, en fait, il y a une revendication de la part des Américains de déplacer les civils palestiniens du sud de la bande de Gaza, de Rafah, vers le nord de la bande de Gaza. Là-dessus, il y a une opposition farouche d'Israël qui ne veut pas que les civils dépassent, on va dire, la fameuse axe de Netzarim. C'est-à-dire, à votre avis, qu'est-ce qui est prioritaire? L'aspect, on va dire, stratégique du fait que des milliers ou des centaines de milliers de réfugiés remontent vers le nord de la bande de Gaza, ou la conquête de la ville de Rafah? Ils ne vont pas remonter. Non, il n'y a pas de collision. Ils doivent pas remonter sur le nord de la bande de Gaza. On peut les faire bouger à quelques kilomètres plus au nord, sans qu'ils s'approchent le vrai côté nord de la bande de Gaza. C'est-à-dire exactement le même camp là où ils sont, mais quelques kilomètres plus au nord. À partir de là, on gagne
entre la grande foule et la ville de Rafah. Et là, on peut opérer tout en cerclant cette ville. Et bien sûr, depuis un moment, il fallait clôturer le Philadelphie, enfin la frontière égyptienne, d'une façon que plus rien ne bouge là-bas. Et ça va pas être facile, mais il faut le faire. Alors, je voudrais que l'on revienne avec vous sur ce qui s'est passé au cours des 2 dernières semaines dans l'hôpital Shifa. Finalement, cette opération, peut-être qu'on pourrait aussi s'en inspirer pour Rafah, mais c'est une opération de surprise, hein, ce qui a permis, on va dire, des résultats que le chef d'état-major a qualifié d'excellents. C'est la surprise, c'est l'effet de surprise. Les terroristes ne s'attendaient pas du tout à ce que l'armée israélienne revienne là où elle avait déjà été présente. Finalement, est-ce que c'est pas comme ça que on peut gagner la guerre contre le Hamas par de multiples effets de surprise? C'est exactement comment on gagne la guerre contre le Hamas, avec des surprises de partout. Il faut dire que l'opération de Shifa, a été cousue pendant plus d'un mois par une opération d'intelligence vraiment extraordinaire. D'ailleurs, concernant le sujet de chef d'état-major américain, il y a lui, il n'est pas venu seul, il est venu avec une grande délégation des généraux et d'autres grades qui sont venus, parmi tellement d'autres délégations qui viennent du monde entier, pour voir cette façon de mener cette guerre par l'armée israélienne, car c'est une lutte qui n'est pas connue dans la stratégie militaire dans le monde. C'est quelque chose vraiment unique et extraordinaire dont Tzahal montre une originalité vraiment extraordinaire. Shifa, ça fait partie d'un ensemble d'opérations qui se font là-bas sur place, sous le feu, gagner de renseignements, gagner du terrain, à savoir qui se trouve où et quels sont leurs objectifs pour pouvoir les cerner et les éliminer. C'est vraiment quelque chose de très compliqué. Shifa présente le top d'une opération précise qui a duré plus d'un mois de la montée. C'était quelque chose vraiment extraordinaire. Alors, il va y avoir d'autres d'ailleurs, de différentes façons, bien sûr. Y compris, vous pensez à Rafah? Ben, chaque endroit demande une originalité et du courage et de la créativité. Et niveau technologie important, bien sûr. Alors, dernier point avec lequel je voudrais que nous puissions parler avec vous ce matin, c'est le Nord. On parle beaucoup du Nord. On doit dire que, quelque part, les Israéliens sont inquiets de ce qui se passe dans le Nord d'Israël. Est-ce que, concrètement, quels sont les développements de ces 10 derniers jours qui sont majeurs, qui ont durement affecté le Hezbollah? Et aujourd'hui, si on devait faire un freeze, c'est-à-dire geler la tmouna, l'image que l'on a aujourd'hui des combats dans le nord du pays. Dans quelle situation on se trouverait? Où sont les forces, par exemple, les forces Radouane du Hezbollah, les forces d'élite du Hezbollah? Est-ce qu'il y a aujourd'hui de facto une sorte de zone de sécurité au sud Liban qui permet à Israël de souffler un petit peu et peut-être qui pourrait permettre d'envisager un accord diplomatique qui ramènerait les habitants du nord du pays vers leur localité? Alors, il faut séparer la réponse en plusieurs parties. Premièrement, il y a une zone de sécurité libanaise qui fait 5 à 7 kilomètres de la frontière, dont il y en a plus de 120 000 villageois libanais qui sont en dehors de chez eux. Contrairement de chez nous, chez eux, ils sont dans la rue carrément. Et sans aucun autre moyen, ils en souffrent beaucoup, il y a une grande pression là-bas. Ça, c'est un. Mais à côté de ça, il faut dire la vérité, nous aussi, on a créé une sorte de zone de sécurité où on a évacué plus de 60 000 habitants de côté nord et il y a une destruction le long de la frontière qui est impressionnante, qui est massive. Je crois qu'on n'a pas assez d'images, mais si on aura l'image, c'est pas beau à voir. Et c'est même très gênant.
À côté de ça, il faut dire que le 10-15 derniers jours, on voit que les deux côtés sont devenus très très nerveux et on a perdu un peu la patience d'attendre que ça s'arrête. Et on le voit par rapport aux qualités des matarotes, comme on dit, des mires, des targets qu'on attaque. On va très profond en Syrie, très profond au Liban. On attaque des endroits très stratégiques pour les Iraniens et les Syriens. Et on montre qu'on a un niveau d'intelligence très évolué, très développé. Et on voit aussi de l'autre côté leur effort de plus en plus osé dans des envois des munitions et des armes beaucoup plus avancées, qu'Israël arrive à éviter plus ou moins au maximum, tout en attaquant très profonde vers la frontière irakienne, et à Damas, à Beyrouth, à Baalbek, enfin des endroits qui font très très mal. Si vous voulez, Daniel, en ce moment, on essaie encore de garder un certain équilibre de va-et-vient, alors qu'ils accumulent de l'autre côté beaucoup de pertes. Je vous rappelle que le Hezbollah, c'est pas le Hamas. Ils comptent leurs pertes. Ils font des cérémonies de chacun d'eux. Et pour eux, c'est une démoralisation très importante. Et donc, un esprit de vengeance très important. À côté de ça, on joue tous, les deux parties, contre la statistique. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, ça s'est passé il y a un mois, et encore il y a quelques jours, il y a un missile qui est tombé à 2 secondes après le passage de l'autobus bourré d'enfants du côté nord d'Israël. Alors imaginez-vous qu'est-ce qui serait passé si cette missile aurait tombé 2 secondes avant. Mais vraiment des secondes, 2-3 secondes. Alors imaginez-vous contre quoi on joue. Cette missile aurait tombé 3 secondes en avant, ça aurait été l'explosion générale dans toute la région. Et on joue contre les statistiques, malheureusement. Et à côté de ça, si vous voulez, l'accord diplomatique est déjà fait. Amos Hochstein a déjà conclu les accords diplomatiques, mais le Hezbollah pardon, présente toujours la condition qu'il arrêtera le feu et respecterait le 1701, l'accord de l'ONU de 2006, à la seconde où il y aura un cessez-le-feu à la bande de Gaza. Donc il maintient sa position, soi-disant que de l'aide au Hamas. Mais la vérité est que derrière ça, il attend l'ordre de l'Iran. Sans l'ordre de l'Iran, il déclenchera pas quelque chose de plus important, c'est clair et net. Il répétera pas cette erreur qu'il a fait en 2006, ok? Et il attend l'ordre de l'Iran. Alors là-dessus, on voit aucune raison pourquoi l'Iran donnera un ordre pareil, alors que chez eux, tout se passe bien. Ils sont pas attaqués, et si vous voulez, le grand gagnant de tout cet cercle dans notre région, c'est l'Iran. Chez eux, c'est calme. Chez eux, ils avancent au développement de leurs armes nucléaires, donc tout va bien pour eux. D'ailleurs, par Biden, ils font des entraînements avec les Chinois et les Russes, ils sont devenus très alliés avec les Chinois et les Russes, donc tout va bien pour eux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que, justement, on parlait de ça dans la revue de la presse, c'est que Ismaël Haniyeh s'est rendu à Téhéran. Il serait intéressant de savoir de quoi ils ont parlé. Est-ce que il a peut-être sollicité le soutien de l'Iran plus massif pour essayer de permettre au Hamas de s'en sortir, de ne pas être agonisé? Je crois que la seule chose qu'il peut demander à l'Iran, c'est de le supplier de continuer à pousser les Houthis en Yémen et le Hezbollah continuer leur pression pour nous garder plus ou moins occupés dans ce sens. Autre chose, il peut rien lui demander, c'est-à-dire l'argent on ne peut pas leur aider en ce moment en Hamas à la bande de Gaza, et des armements, ça m'étonnerait qu'ils arriveront à faire entrer d'une façon massive, donc
La seule chose qu'il peut lui demander, c'est de maintenir la pression de côté Yémen et Liban. Eh bien, colonel Meir Dahan, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur ces 3 sujets extrêmement importants. Donc, on le voit dans la perspective sécuritaire, Rafah, l'hôpital Shifa et le nord d'Israël. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci. Bonne journée, à bientôt, Merci. Shavuot Tov.